Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Sans remettre en question, il peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Partir à la rencontre des personnalités françaises et internationales qui font les sports équestres. Voilà l'ambition que nous nous sommes fixée dans I Am an Equestrian pour cette nouvelle année. Et depuis la création de ce podcast, il nous manquait évidemment un nom très connu, celui de Marcel Delestre. Marcel Delestre est de ceux qui ont eu plusieurs vies. Cavalier international de renom, Marcel s'est d'abord illustré à cheval sur les terrains de concours. Puis il a délaissé son casque et ses bottes de cavalier pour devenir entraîneur et sélectionneur de l'équipe colombienne, avec qui il a connu de grands succès, avant de défendre le drapeau marocain en 2017. Ces dernières années, Marcel Delestre est devenu l'entraîneur privé de plusieurs cavaliers internationaux. Entre-temps, et dès que son fils Simon a eu l'âge et le talent pour intégrer l'équipe de France et évoluer au niveau Grand Prix, Marcel a fièrement endossé une nouvelle casquette, celui de père de Simon Delestre. Fils de ou père de, Marcel Delestre est aujourd'hui père de, et cela lui va bien, car Marcel se définit notamment par le duo qu'il forme avec son fils Simon. Dans cet épisode, vous pourrez découvrir comment l'histoire et la jeunesse de cette hégémonie Delestre, qui a pris racine dans l'Est de la France, continue aujourd'hui de faire valoir son incroyable influence dans les sports équestres. Une fois que vous aurez écouté notre échange avec Marcel, je ne pourrai que vous encourager à aller écouter ou réécouter notre épisode 92 avec Simon Delestre, pour tout simplement continuer de dérouler l'histoire avec un grand H. Allez, c'est parti, bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Marcel, bonjour, bienvenue à notre micro. Nous sommes donc le dimanche matin, le 2 novembre, donc dernier jour d'Équitalion, et jour de Grand Prix aussi. Marcel, l'objectif donc de ce podcast, vous l'avez compris, c'est de parler de vous, de parler de votre vie, de votre carrière, et puis de votre vision du sport aussi, de votre implication dans les sports équestres. Vous avez monté au plus haut niveau, vous avez ensuite accepté la proposition fédérale d'officier comme entraîneur national, d'abord pour les catégories juniors et jeunes cavaliers de l'équipe de France. Vous êtes devenu ensuite chef d'équipe de la Colombie et du Maroc. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la transmission et c'est un terme sur lequel on va revenir parce que c'est très important et c'est peut-être le terme aussi central de votre carrière et de votre histoire avec les sports équestres. Vous encadrez notamment la cavalière du Liechtenstein, Jennifer Hochstatter, les tricolores, Louise Sadran et Charles Berthold. Vous êtes aussi toujours impliqué, bien sûr, dans la carrière de votre fils, Simon Delestre. On a reçu, nous, Simon, à ce micro pendant le Saut Hermès cette année, un petit peu plus tôt. Et on a alors découvert sa personnalité déterminée, ambitieuse, son côté très, très sérieux et structuré. Et au cours de notre échange, Simon nous a confié que votre présence lui avait permis de partir dès le début dans la bonne direction, que vous l'avez vraiment installé sur les bonnes sur des rails et sur la bonne voie qui lui ont justement permis de construire cette carrière qu'on lui connaît. Marcel, on voudrait amorcer cet échange en racontant peut-être l'origine de toute cette histoire de la lignée Delestre, parce que finalement, on ne la connaît pas si bien. Non, c'est vrai que la lignée Delestre, vous ne la connaissez pas, parce que j'ai des parents qui n'étaient pas du tout dans ce milieu, puisque mon père avait un garage et une carrosserie à Rozières-aux-Salines, fief des haras nationaux, où j'ai grandi. Et en fait, je me suis intéressé aux chevaux apparemment depuis tout petit. À l'époque, les haras nationaux se promenaient dans les rues de Rozières-aux-Salines avec leurs chevaux. Et dès que j'entendais le bruit des sabots, il paraît que je sautais à la fenêtre pour regarder ces chevaux passer. Et donc, petit à petit, j'ai voulu monter à cheval. Chose qui n'était pas facile parce que Rozières, c'était un petit village.
à 20 km de Nancy. Mes parents disaient monter, oui, ok, mais il faut aller à Nancy, c'est beaucoup de kilomètres. Et puis un jour, à Rosières-aux-Salines, au sein du Haras national, s'est ouvert un club. Et dès que le club a été ouvert, donc mes parents m'ont permis d'aller monter. Là, je suis parti avec monsieur Yves Rousseau, qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter avec, au départ, c'était un 1er avril. D'ailleurs, je croyais que mes parents me racontaient une bêtise. Et non, ce n'était pas une bêtise. J'ai monté avec Henri Prudent, qui est du même village que moi. Et on a fait notre carrière enfantine avec lui. Et donc, voilà comment c'est parti ma passion de l'équitation. Marcel, justement, j'ai la sensation que vous êtes quand même quelqu'un d'assez discret. Vous vous exprimez assez peu et c'est ce qu'on disait, votre histoire finalement on la connaît pas si bien. Est-ce que vous pourriez continuer à dérouler un peu ce qui s'est passé dans la chronologie des faits, parce que ça nous intéresse de savoir comment, du Haras national de Rosières-aux-Salines, vous en êtes arrivé ici aujourd'hui. Alors, donc j'ai commencé à monter, jusque 2-3 ans comme tout élève, tout, et puis j'ai été pris par la compétition. Je voulais faire absolument de la compétition. Donc la personne qui tenait club nous a permis de partir en compétition, de débuter à l'époque, c'était 4e catégorie, non, classe D, je crois, voilà, la classe D, la classe C, la classe B. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit, tout en continuant mes études, parce que mes parents étaient assez intransigeants là-dessus en disant « d'accord, mais tu continues tes études ». Donc j'ai continué. Je me suis un tout petit peu lancé à l'époque dans le complet, donc où j'ai été sélectionné pour les championnats d'Europe de complet. Et puis, après une mauvaise chute au championnat de France, j'ai arrêté de faire du complet et je me suis spécialisé dans le saut d'obstacles. Moi, je n'étais pas le père, le fils de quelque chose. Mon père, il connaissait rien à l'équitation. Ma mère, encore moins. Ils m'ont suivi, ils m'ont aidé énormément, mes parents, dans ce que j'ai fait. Mais parce que j'étais leur fils. Mais ils comprenaient, en fait, rien à rien. À quel moment, Marcel, est-ce que vous avez décidé ensuite d'enseigner, de transmettre ? Est-ce que vous pensez que vous avez toujours eu l'envie profonde de transmettre aussi ce que vous saviez ? Alors au départ, pas. Au départ, pas, parce que j'étais d'abord un compétiteur, comme est Simon à l'heure actuelle, et je ne pensais qu'à la compétition. Et quand Simon a commencé à monter, je m'en suis occupé, ok. Mais celle qui s'en est occupée le plus, c'est sa mère. Et c'est sa mère qui l'a accompagné dans ses débuts de concours, poney et tout. Et ça a commencé à m'intéresser quand il a commencé à faire du Grand Prix. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à lui, pas à lâcher la compétition, la mienne, mais à être plus présent pour lui. Alors que sa maman s'en occupait très bien. Hein. Mais bon, ça commençait à me prendre un petit peu le jeu, l'envie. Et puis, donc, à partir avec Simon, il a eu des copains qui ont voulu venir à la maison. Voilà, et puis, donc, on a monté une petite équipe de compétition. Et puis, voilà, Simon a été champion de France 3 fois de poney, une fois junior. C'est parti. Et puis... l'envie de donner ce que je connaissais m'a pris, donc j'ai pris un peu plus d'élèves. Et puis après, j'ai trouvé que beaucoup d'élèves, c'était trop. Donc j'ai réduit. Je me suis intéressé à moins d'élèves et plus à mon fils. Et puis après, voilà, en 2001, la fédération m'a demandé de venir s'occuper des jeunes. Parce que j'ai accepté jusqu'en 2011. Où vous êtes parti pour le poste d'entraîneur de la Colombie. Et je suis parti après en 2012 pour le poste d'entraîneur de la Colombie, 2012-2016, un cycle olympique, et après 2016-2020 pour le Maroc. Et c'est 2 pays que j'ai sélectionnés pour les Jeux olympiques. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement de ces 2 aventures olympiques ? Vous arrivez au poste d'entraîneur pour 2 nations qui finalement sont outsiders vraiment dans les sports équestres. Oui. À une époque où il n'y a pas encore beaucoup de cavaliers, beaucoup de dynamisme
des sports équestres dans ces nations-là? Comment ça se passe pour fonder quelque chose, construire tout un projet de manière à les amener jusqu'au projet olympique? Alors, quand je suis arrivé donc à mon premier poste en Colombie, j'ai eu la chance d'avoir un président qui m'a entièrement donné les rênes de tout, en me disant, voilà, qu'est-ce que tu penses faire? Alors, il a été surpris. J'ai dit, je pense qualifier 1 ou 2 cavaliers pour les Jeux. Il m'a dit carrément, mais Marcel, c'est impossible ce que tu veux faire. J'ai dit, mais peut-être c'est impossible, mais on va essayer. Il m'a dit, je te donne tout pouvoir, essaye. Et donc on est parti et j'ai réussi à qualifier presque une équipe, parce qu'on a terminé 4e, on n'a pas eu trop de chance, mais 2 cavaliers. Donc j'ai fait les Jeux de Rio avec 2 cavaliers, et après je suis reparti en Colombie, au Maroc, où Philippe Rosier avait déjà fait un bon travail, déjà de préparation et tout, mais on était loin encore d'aller aux Jeux, et 4 ans après, on était aux Jeux Olympiques à Tokyo. Je peux... Oui, allez-y, prenez. La petite fille. Allô, Luna? Je suis en conférence de presse, ma chérie. C'est quoi la conférence de presse? C'est des gens qui m'interviewent. Oui. Pourquoi, tu veux quoi? Tu veux qu'on aille faire les boutiques? Oui, dès que j'ai fini, je t'appelle. D'accord? Bon, aux accréditations. Ok, à tout à l'heure. Bisous. Elle a l'air adorable. Les deux sont adorables. Bon, alors, justement, Marcel, on vient de vous entendre au téléphone avec votre petite fille. Vous êtes quelqu'un de très famille. Je me trompe? C'est important pour vous, la famille? Oui, la famille est très importante. Et je crois quand même que votre histoire, elle est évidemment intimement liée à celle de Simon, et c'est aussi pour ça qu'on va revenir beaucoup sur Simon, mais parce que c'est un parallèle qui, je pense, est important. Du plus loin que je me souvienne, moi, de Simon, il y a une chose qu'on oublie assez souvent, c'est que Simon, un de ses plus grands succès, ça a été à Poney. En tout cas, c'est ce qui a démarré sa carrière, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est ce qui a démarré sa carrière, bien sûr, c'est à Poney. Alors non, c'est pas son plus grand succès, mais c'est ce qui a démarré sa carrière. Si, c'est ce qui a débuté sa carrière pour plus haut niveau. Pour vous, alors vous dites qu'au début, c'était plus sa maman qui l'emmenait. Moi, j'ai quand même le souvenir de vous voir beaucoup sur les concours poneys avec Simon, être dans le camion avec tous les poneys, dormir dans le camion, etc. Vous me dites si je me trompe, encore une fois. Mais je crois que vous avez été quand même très, très présent pour lui. Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand il faisait de la D2, ça, j'étais pas là. Mais une fois qu'il a commencé les Grands Prix, j'étais tout le temps présent. Ça, c'est sûr. On a dormi dans le camion, on a fait... Ah ouais, non, mais... De toute façon, comme vous dites, on est famille, on est très liés, puisqu'aujourd'hui, on habite les écuries, on habite, il y a une cour qui nous sépare, quoi, ouais. Et sa porte d'entrée et notre porte d'entrée, c'est la même chose. Enfin, là-bas, il y a une porte principale, c'est ça, quoi. Les enfants traversent la cour, ils sont tous les jours à la maison. C'est vrai qu'on est très famille. C'était important pour vous, mine de rien, que Simon fasse du haut niveau dès son plus jeune âge, qu'à Poney, il soit aussi dans l'équipe première? Non, mais bon, ça s'est passé comme ça. Mais de toute façon, dans mon intérieur et mon fond à moi, c'était mon objectif. C'était la question. Alors justement, avec cette ambition et cet objectif en tête, comment est-ce que ça s'est construit, votre duo? Comment est-ce que vous avez essayé, en tout cas, qu'est-ce que vous avez essayé d'inculquer à Simon dès ses premières années à cheval en compétition, comme valeur, comme système? Parce que c'est un sujet dont on va parler après, le système, mais vous avez vraiment essayé de lui apporter des outils. D'abord, oui, les outils, je lui ai apporté les chevaux, je lui ai apporté tout ce qui est nécessaire pour réussir. Mais ce que je lui ai inculqué d'abord, c'est la rigueur de ce métier. Et je lui ai dit, quand il a voulu s'arrêter, parce que moi, comme mes parents, je lui ai dit, tu vas faire des études. Donc je l'ai poussé, il a eu son bac, après il est allé en fac de maths, et puis tout le monde me disait, de toute façon, t'inquiète pas, il va s'arrêter. J'ai dit, hors de question qu'il s'arrête, et tout. Et puis un jour, ici, il est venu. On s'est assis autour de sa table, de notre table avec sa maman, et il nous a dit, écoutez, il y a une chose, je ne peux pas faire bien, même très bien les deux choses. C'est où je monte à cheval,
ou je fais mes études. Mais les deux en même temps, je ne peux pas. On lui a dit, ok, mais alors tu vas continuer tes études. Ah non. Non, je vais monter à cheval. On s'est regardé avec sa mère, on s'est dit, voilà, c'est son choix, ok. Donc on lui a donné, déjà on lui avait inculqué au départ, avant tout ça, ce truc, et je lui ai toujours dit, et je l'ai encore redit le jour-là où il m'a dit ça, j'ai dit, écoute Simon, il y a une chose dans ce métier, c'est il faut que tu te fasses respecter. Et pour se faire respecter, tu dois arriver le premier aux écuries. C'est-à-dire à 6h30 ou à 6h, tu dois être là. Je t'ai montré, j'y suis toujours là, tu dois le faire. Et aujourd'hui encore, il a été numéro 1 mondial, il est toujours le premier aux écuries, il s'occupe toujours de monter ses chevaux à 5h du matin quand il faut. Et ça, je trouve que pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose que vous inventez pour l'interview parce que nous, on l'a beaucoup entendu. On connaissait très bien sa groom. On a évidemment eu l'occasion d'échanger à plein de reprises sur les cavaliers, notamment sur Simon. Et on a toujours entendu Simon, c'est le premier aux écuries et c'est un travailleur acharné. Et donc ça vient de vous. C'est vous qui avez estimé, en tout cas, ou qui avez cette conviction que le travail, c'est déjà la base de toute la réussite. Comme tout métier, je pense. Si on ne travaille pas, à moins qu'on soit hyper doué, mais il y en a combien dans une génération? Et est-ce qu'on peut être hyper doué en tant que cavalier, pas très travailleur et réussir quand même dans ce sport? Est-ce que c'est possible de capitaliser il y en a un ou deux. Que sur son talent? C'est vrai? Il y en a qui ont beaucoup de talent. Est-ce qu'on peut les... On ne les citera pas. Non, je ne nommerai pas. On ne les citera pas. Alors justement, dans la suite de tout ça, Marcel, vous lui avez inculqué des valeurs et moi je crois pouvoir dire que vous lui avez inculqué des bases qui sont fondamentales dans le métier, dans le sport d'aujourd'hui surtout. On en voit aujourd'hui quand on regarde évidemment les meilleurs cavaliers du monde qui sont là cet après-midi dans le Grand Prix 5 étoiles, ils sont tous structurés, c'est vrai, ils ont un système qui est important. Mais Simon a un système aujourd'hui qui est extrêmement solide. Il nous le disait au Hermès, oui, il a vendu Berlux après les Jeux de Tokyo, mais il savait déjà très bien qu'il y en aurait plusieurs qui seraient là pour prendre la suite. Est-ce que c'était aussi quelque chose que vous lui avez inculqué de dire oui Simon, le sport c'est bien, mais il faut avoir derrière des bases très très solides? Bien sûr, parce que de toute façon, il faut vivre quand même. Hein. Aujourd'hui, Simon, il a deux petits-enfants adorables, il a une femme, il a des écuries. Aujourd'hui, je lui ai retransmis tout ce que j'avais fait, mais il faut quand même faire vivre tout ça. C'est difficile, c'est tout. Bon, alors, comme vous dites, aujourd'hui, je lui ai inculqué, mais il l'a aussi compris. Oui, bien sûr. Hein, et il s'est adapté à faire ce qu'il y avait à faire. Et est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous appréciez plutôt l'évolution? Parce que je pense qu'il y a 15 ans de ça, on n'avait pas besoin d'avoir un système aussi important qu'aujourd'hui. Oui, non, c'est sûr. Mais je pense que Simon, dans ce métier-là, il a été un tout petit peu avant-gardiste. Il est toujours allé de l'avant et vouloir toujours faire les choses avant les autres. Et je pense qu'il y a réussi. Et que pour moi, Simon est une personne intelligente et que, je lui ai transmis, mais il a quand même su mener son activité à bien. Alors c'est drôle parce que avant que vous le disiez, j'allais vous dire, vous étiez visionnaire et avant-gardiste puisque c'est finalement vous qui aviez déjà compris à une époque, dans une génération où c'était pas encore aussi structuré, l'importance de professionnaliser un système, de le construire, etc. Finalement, on a un peu l'impression que c'est quand même vous qui lui avez soufflé ces mots. Oui, un petit peu, bien sûr. Parce que moi, je suis parti dans ce métier-là, j'avais rien. Hein. Mais, mes parents m'ont aidé, mais mon père avait un garage. C'est pas avec son garage que j'allais faire des écuries. Donc, j'ai fait mes écuries seul, avec mon épouse. Et on a monté quand même ça depuis 78. On est parti, des bonnes bases. Les parents de Magali, mon épouse, avait une ferme. Avait acheté une ferme. On a fait des écuries dedans. Mes parents m'ont aidé pécuniairement et on est parti. Mais on a voulu quand même être un moment libre, quoi, de vivre de nos propres ailes. Le concept du système, c'est vraiment un mot qui revient tout le temps dans la presse, dans les médias, quand on parle avec les cavaliers. Et finalement, je crois que pour le grand public, pour le public amateur, c'est encore un peu flou. Est-ce que vous pourriez vous dresser les contours de ce qu'est un système dans une écurie de compétition comme celle de Simon, comme celle que vous aviez vous, ou comme celle que vous observez chez vos élèves?
Oui, mais le système est difficile parce que le système est différent suivant les cavaliers. Qu'est-ce qu'on intègre dans le mot système? À quoi ça fait référence pour vous? Le système, c'est un grand mot parce qu'on fait référence à tout. Il faut résultat. Le problème, le gros système du système, c'est l'organisation. Le point numéro 1, c'est savoir s'organiser, hein, avoir les chevaux, le matériel, les grooms, les personnes qui vous entourent doivent être au top, tous. Marcel, j'aimerais revenir un tout petit peu plus sur vous et sur vos expériences d'entraîneur. J'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu plus de ces équipes du Maroc et de la Colombie. Comment est-ce que vous avez abordé ces cavaliers-là, dont la culture équestre et même la culture un peu de manière générale doit être très très différente de chez nous? Oui, c'est vrai. Mais j'ai essayé de prendre, déjà quand je suis arrivé en Colombie, il y avait une partie européenne, une partie américaine et une partie colombienne. C'est-à-dire que vous aviez 3-4 cavaliers en Europe, 3-4 aux États-Unis, à Wellington, et puis le restant en Colombie. Mais disons que c'était très peu. C'était très peu parce que vous aviez 3-4 cavaliers là et la Colombie, c'était vraiment ce qui restait en Colombie, c'était c'est un petit mot, petits cavaliers, mais des cavaliers qui n'avaient pas le niveau pour aller faire des grosses épreuves. Donc il a fallu former 1 ou 2 cavaliers, d'ailleurs avec une fierté j'ai eu, j'en ai formé 1 ou 2, qui ont pu venir en Europe et participer à des concours, ce qui était important. J'ai donc arrivé à mixer des équipes américaines, européennes et tout ça, mais j'arrivais à les regrouper, ce qui n'était pas évident au départ. Et en les regroupant, on arrivait à faire une bonne équipe et puis on a gagné quand même pas mal de choses. Quand vous dites que vous les avez formés, vous les avez donc entraînés, vous êtes au milieu de la carrière, vous leur donnez les conseils, mais aussi vous les aidez à construire un programme, à avoir de la vision avec les chevaux sur l'avenir. C'est tout ça que vous gérez en tant qu'entraîneur à ce moment-là? C'est tout ça qu'on gère en tant qu'entraîneur, exactement. Aller faire travailler au milieu de la carrière, alors leur établir un programme, leur dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, attention, ça ne va pas, il ne faut pas faire ce concours-là, il faut faire l'autre. Et oui, c'est gérer tout. Au début de l'interview, vous nous avez parlé du fait que vous aviez commencé à monter à cheval avec Henri Prudent. Nous, on a reçu Katie et Henri dans ce podcast il y a quelques mois et on a eu l'occasion de parler de la différence entre le système européen et le système aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Lui est parti d'un côté, après, quand il est parti aux États-Unis, il avait 20 ans. C'est vrai, très jeune. Moi, je l'appelle Youpi parce que c'est son surnom. Donc, je le connais que sur ce nom-là. Jamais je l'appelle Henri. Et voilà. Et lui est parti donc là-bas avec beaucoup d'envie, je pense, parce que quand il est parti là-bas, il ne parlait pas un mot d'anglais. Et il s'est retrouvé chez M. Graham, au milieu de la pampa, on peut dire, seul. Et il y est resté, il y a travaillé, et il y a réussi, avec la réussite qu'on connaît quand même. Vous avez jamais eu envie, vous, de vous expatrier? Non. Non. Moi, j'ai toujours été bien où j'étais. Fidèle à vos racines. On m'a proposé des postes, mais j'étais chez moi, j'étais bien. Puisqu'on est en train de parler de Wellington, d'Henri et de Youpi Prudent et d'expatriation, est-ce que vous pensez que ça peut être avantageux pour un jeune cavalier notamment, ou un cavalier en devenir, en construction, de s'expatrier et d'aller passer quelques mois, quelques années sur le sol américain notamment, au sein d'un autre système pour découvrir d'autres choses et puis peut-être se faire un autre réseau? Non, parce qu'ici on a tout ce qu'il faut en Europe, on a des concours 5 étoiles, parce que chaque week-end, avec une concurrence qui est quand même assez élevée. À Wellington, le problème de Wellington, vous avez 20 cavaliers qui courent sur la même piste tous les dimanches, tous les week-ends. On change de chef de piste, mais ce sont les mêmes obstacles, ce sont les mêmes choses. Par contre, commercialement parlant, OK. Wellington, c'est un accélérateur de business, de réseau. Voilà, complètement. C'est un accélérateur de réseau, de business, De toute façon, c'est une autre manière de vivre. Ah, complètement. C'est très différent. Bien sûr. Vous avez eu l'occasion d'y aller?
Alors, je suis allé, oui, pendant... quand j'étais en Colombie, donc 3 ou 4 ans, parce que je faisais les Coupes des Nations à Wellington et à Ocala, et j'y restais 3 semaines. Quel regard vous portez sur leur système éducatif pour les cavaliers, et notamment, évidemment, tout le circuit Hunter Equitation? Moi, je suis en admiration. J'aimerais bien je suis en admiration de voir les enfants qui ont l'âge de ma petite fille, les voir monter à cheval. C'est... Et ben, moi, j'ai les yeux grands ouverts à chaque fois que je passe devant la carrière Hunter, que je vois les petits gamins qui ont 7 ans, qui sont posés là comme des champions. Oui. Comme des champions à 7 ans. Avec des chevaux nattés. Vous passez là, c'est les chevaux, vous regardez les chevaux et les gamins, vous regardez ça avec des yeux qui... Moi, je regarde ça à chaque fois que je passais, avec des yeux qui étaient... C'est hyper intéressant parce que oui, je suis complètement d'accord avec vous, Marcel. Les meilleurs cavaliers du monde sont ici chez nous. Mais par contre, la façon d'apprendre chez eux, les bases que ces cavaliers-là ont, elles sont vraiment hors normes par rapport à chez nous. C'est complètement vrai, c'est hors normes, mais je pense qu'on doit passer par là. Moi, mes petits-enfants que je fais travailler, ou les élèves, je passe par là. Il faut absolument la technique, la position et tout ça, ça doit être... c'est primordial. Alors, c'est hyper intéressant aussi parce que nous, on parle souvent dans le podcast pas le manque, mais en tout cas que l'équitation est, dans l'ensemble, moins bien enseignée qu'il y a quelques années ici en Europe. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Moi, je ne veux pas faire de polémique. Moi, j'étais entraîneur des jeunes. Vous avez qu'à regarder, j'ai gagné 25 médailles européennes. Aujourd'hui, depuis que je suis parti, regardez combien de médailles ont été gagnées. Quand on a évoqué ce sujet, donc on a enregistré avec Henri et Katie en même temps. Donc c'était très intéressant parce qu'évidemment, deux points de vue qui se confrontent. Bien sûr. Et donc Henri vantait évidemment les mérites de ce circuit, exactement comme vous, qui évidemment apprend aux jeunes cavaliers à être en équilibre, à être dans le sens du cheval, à avoir la main, à avoir la technique, à avoir le tracé, à compter les foulées dès les premières années. Et Katie soulevait un peu les limites de ce système en disant que il manque un peu de talent, de feeling, que les cavaliers américains n'ont pas cette capacité à venir, une fois en piste, se sortir des situations difficiles. Il leur manque le feu. Est-ce que vous je suis un peu d'accord avec vous, parce que en fait, les gamins sont stéréotypés. Ouais. Complètement. Mais il manque des fois, quand ils arrivent, aujourd'hui, des grands cavaliers quand même, Maclean, Kent, et tout ça, c'est quand même des cavaliers qui le feu, ils l'ont. Hein. Quand il faut gagner une épreuve, Bézi, Laura, tous ces gens-là. Katie, alors pour avoir beaucoup entendu parler de Katie et Henri, moi on m'a souvent dit, Katie, quand elle vous entraîne, elle vous donne le feu, la confiance, etc. Hier, quand Louise Sadran est rentrée en piste, si je ne me trompe pas, Marcel, j'étais pas très loin, vous lui avez dit, juste avant qu'elle rentre en piste, fais-toi confiance, fais ce que tu sais faire. Est-ce que vous passez par là, par votre transmission, elle passe par le fait de leur donner confiance avant tout? C'est primordial, je pense. S'ils n'ont pas confiance en eux, Louise, hier, elle est rentrée en piste, elle avait le numéro 1, elle était complètement en panique. La confiance, elle était disparue. Et ça s'est vu tout de suite sur le parcours, tout de suite. Elle avait fait 2 parcours extraordinaires, parce qu'elle était rentrée calme, machin, tout allait bien. Et hier, d'avoir le numéro 1, déjà, ça l'a stressé complet. En plus, on l'a stressé au paddock. Allez, vite, il faut rentrer en piste, dépêche-toi, Louise, machin. Et puis, elle est rentrée, c'était une catastrophe. Le Grand Prix du 2 étoiles hier, ouais. Marcel, mercredi soir, ici, on a enregistré une table ronde. On a rassemblé 5 cavaliers qu'on a mis autour de cette table, ici même, pour discuter de l'échec et de la gestion de l'échec. C'est un sujet qu'on aborde peu, finalement, dans les médias. Quand on parle avec des cavaliers, on passe notre temps à dire ce qu'ils font de bien. Évidemment, on ne fait pas des articles pour dire à quel point un cavalier a raté son Grand Prix ou son entrée en piste. C'était hyper intéressant de discuter avec eux de leur façon de gérer les échecs, de gérer les moments de vide, etc. Et moi, j'aimerais qu'on ait cette conversation miroir en vous demandant, vous, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que vous abordez, comment est-ce que vous gérez les échecs de vos élèves? Alors, c'est intéressant parce que je crois que Simon, cette année, a eu un échec, mais un vrai échec pour lui, c'est les Chevals d'Europe. C'est le seul concours où ça n'a pas été.
La chance pour lui, peut-être, c'est que j'étais présent avec Jennifer. Et donc, j'ai vu comment ça s'est passé. Et en rentrant, 2 jours après, comme je vous dis, la cour c'est son entrée. La porte de chez nous s'est ouverte. J'étais avec sa maman. Il s'est mis assis. Je l'ai vu arriver. J'ai dit, tu vas parler des championnats d'Europe ? Oui. OK. Donc, on a ouvert le débat et je lui ai exprimé ce que j'avais à lui dire, la manière dont ça s'est passé, la manière dont ça a été préparé. Et depuis, il a fait 3 Grands Prix, les premiers, 3e et 2e. Voilà. C'est hyper intéressant, Marcel, parce que donc il y avait Jeanne Sadran autour de cette table. Et Jeanne, on lui a demandé, on a demandé à chacun qu'ils nous parlent de leurs plus gros échecs. Et Jeanne a écrit, j'imagine que vous le savez, la Coupe des Nations à Varsovie. Et elle nous a tout de suite, elle a dit mauvaise préparation, mauvais enchaînement, enfin, comment elle a mis ? Ouais, mauvaise préparation, c'était ça ? Mauvaise préparation, mauvais planning, ouais, voilà. Et qui ne permet pas de performer en fait. Voilà. Évidemment, on a échangé là-dessus. Alors évidemment, il y a tout cet aspect technique de mauvaise préparation, de planning, de gestion des chevaux, etc. Vous l'expliquez comme ça, vous êtes très cartésien en expliquant, voilà, cet échec, il est dû à ce facteur-là, ce facteur-là, ce facteur-là. De toute façon, les échecs, c'est toujours cartésien. Il faut toujours revenir en arrière et il y a quelque chose... Si on a un échec, c'est qu'il y a une préparation ou quelque chose qui s'est mal passé. C'est comme quand moi j'étais en classe, si j'avais une mauvaise note, je savais pourquoi je l'avais. C'est tout. Et alors, comment est-ce que vous avez accompagné peut-être potentiellement Jeanne ce jour-là et Simon dans la reconstruction ? Parce que même si ce sont des cavaliers qui sont très forts, et notamment Simon, qui a un mental très très important, il faut quand même s'en remettre finalement. Il faut savoir rebondir derrière. Il a su rebondir tout de suite. Puisqu'il est venu, ça a tablé, ça a duré 20 minutes, ça n'a pas duré une après-midi, ça a duré 20 minutes. Je lui ai dit, moi, mon avis, ma pensée, mon ressenti. Et le lendemain matin, quand je l'ai vu monter à cheval, j'ai dit, ça y est, il a compris. À mon avis, ça va droit au but chez les Delestre. Il n'y a pas de discussion qui dure des heures. Vous naviguez, Marcel, au cœur vraiment de ce sport depuis plusieurs décennies maintenant. Vous êtes immergé dans le sport. Vous avez vu et observé une multitude d'évolutions. Il y a eu des évolutions structurelles sur la façon dont les compétitions sont construites, des évolutions de matériel, d'infrastructure, de réglementation, d'élevage. Quelles sont pour vous les évolutions les plus marquantes qui ont vraiment permis à ce sport de prendre une autre tournure ? On avait discuté, vous saviez, à Wellington justement l'année dernière avec Eric Navet, qui nous disait que à l'époque c'était vraiment différent. On pouvait trouver un jeune cheval dans un élevage, être un cavalier lambda qui n'avait pas encore, et on pouvait vraiment tenter sa chance, accéder à une belle épreuve, à un championnat, et aujourd'hui c'est impossible. C'est complètement impossible. Aujourd'hui, si vous voulez accéder à une grosse épreuve, déjà, trouver un cheval, c'est impossible. Donc, chez les Delestre, on peut dire ça comme ça, c'est qu'on les achète jeunes, on se les forme, et puis ceux qui ne vont pas, on s'en sépare, et ceux qui vont, on les garde. Et je pense que il y a beaucoup de cavaliers qui oublient ça et qui font que du sport, et à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cheval, on ne peut plus avancer. Est-ce que le saut d'obstacle d'autrefois et le saut d'obstacle d'aujourd'hui, c'est le même sport ? Non. Ou est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent ? Ça a complètement changé. Comment vous décririez justement ce gap qu'il existe entre ce que vous avez vécu, vous, quand vous étiez en selle au milieu de la piste, et ce que vous observez maintenant du bord de piste ? Mais nous, à l'époque, quand nous, on montait, aller à un cheval moyen, on en faisait un bon cheval pour faire des épreuves. Mais aujourd'hui, un cheval moyen, il restera un cheval moyen. On ne peut plus aller... Nous, on avait un obstacle, 10 foulées après, on en avait un autre, 15 foulées après, on en avait un autre. Donc ça, on arrivait à faire. Mais une fois qu'il a commencé à arriver ces parcours techniques et tout,
Et alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? C'est ça aussi qui est intéressant, parce que alors justement, je me suis posé cette question vendredi soir, j'étais au commentaire de Cheval Télé pour la qualificative du 5 étoiles. Le parcours pour un premier jour était quand même assez conséquent, on va pas se mentir. Le temps était plutôt serré, on a eu 13 sans faute. Bien sûr, mais aujourd'hui, de toute façon, tous les cavaliers sont capables de faire un parcours à 1m60. Quelle que soit la technique, si on ne serre pas le temps, maintenant aujourd'hui, il n'y a que le temps. Oui, mais il n'y a que le temps. Mais maintenant, on a un Julien Epaillard, un Simon Delestre, un Steve Garda, ils vont tous plus vite les uns que les autres. Mais oui, mais voilà. Voilà la crème des cavaliers. Mais alors, comment est-ce qu'on va aller plus loin ? Vous pensez qu'on va aller plus loin ou pas, d'ailleurs ? Aujourd'hui, comment aller plus loin ? De toute façon, dans les hauteurs de parcours, on ne peut pas aller plus loin. Ouais. Donc après, c'est dans la technicité, mais aujourd'hui, c'est déjà pas mal technique. Comme vous dites, le parcours, il était épais. Oui, il était épais. Et on peut jouer maintenant, aujourd'hui, que sur le temps. Que ça. Alors, c'est sûr que ça va pénaliser les gens qui sont bons, mais qui n'arrivent pas à passer le cap supérieur pour le temps. On se demandait, quand on a discuté avec Éric Navet, si les très bons chevaux de l'époque seraient encore capables d'être des très bons chevaux aujourd'hui. Éric nous disait certainement il y aurait une majorité qui ne serait pas capable de venir performer au niveau, mais que les excellents chevaux, les cracks, les Quito de Bossy, les Japlou seraient capables encore d'être des très bons chevaux de championnat, vous pensez ? Japlou, oui. Quito de Bossy, je ne sais pas. Aujourd'hui, Éric Navet, c'est quand même une légende, hein. Ouais. Enfin, pour moi, qui a été cavalier en même temps que lui. Mais pour nous aussi. Oui, c'est quand même un cavalier hors norme. Incroyable. Hors norme. Il était en avance lui était en avance sur le temps. Un vrai visionnaire. C'était un visionnaire. Il était lui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec un Quito de Bossy, il y arriverait. Mais lui. Ouais. Seulement lui. Seulement lui. Et alors, à l'image d'un Éric Navet, à l'image aussi dans un autre registre, hein, Marcel, mais d'un Laurent Guillet, de ces grands marchands de chevaux, vous êtes aussi un visionnaire. J'ai l'impression que vous avez toujours voulu rester à la page, suivre le train, comme Laurent nous avait dit dans une interview. Est-ce que ça a toujours été hyper fondamental pour vous de vous dire, il faut que je reste à la page, hein, tout simplement ? Disons que dans ma tête, mon but, c'est d'essayer d'être à la page. Parce que c'est pas toujours facile. Bien. Oui, je vous remercie, mais c'est pas facile. Et alors, comment on fait au quotidien pour se dire justement, je veux pas perdre le fil, je veux rester au fait du sport de haut niveau, être toujours moderne et pouvoir justement accompagner mes élèves dans ces nouvelles technicités, dans ces nouvelles contraintes que peut-être vous, quand vous étiez cavalier, vous ne connaissiez pas. Mais je crois que c'est mes élèves qui me font avancer. Mais bien sûr, parce que je suis obligé de me mettre à la page. Si j'avais pas d'élèves aujourd'hui, je ferais quoi ? Est-ce que vos méthodes pour travailler les chevaux, principalement, est-ce qu'elles ont vraiment évolué ? Parce que justement, quand on a discuté avec Éric, à la fin de l'interview, il a longtemps parlé de sa façon de travailler les chevaux, et j'ai un peu l'impression que finalement, ça n'a pas évolué. Non, ça n'a pas évolué. Il était déjà moi capable je veux dire que j'ai préparé mes 2 Olympiades avec mes cavaliers sur, comme on peut dire, sur des lignes de Cavaletti. C'est des exercices simples. On saute pas haut. On saute pas haut, on mécanise, on gymnastique, et puis voilà. Et puis arrive le concours où c'est là. Mais voilà, c'est ça. Et je sais qu'avec tous les 2 jours, au Maroc, c'était que du Cavaletti, que de la gymnastique. On sautait 1 mètre. Vous aimeriez encadrer l'équipe de France, accompagner l'équipe de France vers la performance ? Alors, je ne sais pas jusqu'où c'est allé, je vous dis, qu'on ne m'a pas proposé. Mais un jour, on m'a soulevé, et à l'époque, Simon n'était pas encore Simon Delestre, et j'ai dit, avec mon fils, c'est difficile. Okay. Voilà. Mais depuis, j'ai jamais eu, Simon Delestre étant incontournable, de toute façon, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est le point de vue d'autres gens, mais pour moi, il est incontournable en équipe. Si on me proposait, je ne sais pas. Quand vous êtes arrivé, on vous demandait parce que vous aviez des élèves ce matin dans la petite entre guillemets du 5 étoiles, et on vous demandait si vous aviez des élèves dans le 5 étoiles, et vous disiez il n'y a que Simon. Mais du coup, Simon, dans votre structure actuelle, quel rôle il a ? Vous l'accompagnez, vous le regardez, vous êtes quand même présent, de près, de loin ? Comment ça se passe, votre collaboration ? Tous les jours. Vous êtes son entraîneur particulier à la maison Je sais pas si... oui et non, c'est plus je suis un confident.
il est toujours à la recherche, à la demande. Le matin, si je ne suis pas aux écuries à 8h, il rentre à la maison. Il est où, papa? Voilà, c'est le quotidien, quoi. Et puis papa, regarde, j'ai un cheval là, qu'est-ce que tu en penses? Papa, je saute, tu peux venir voir. Et puis, il saute bien. Voilà, s'il saute bien, oui, il saute bien. Il saute mal, non, il saute mal. Pourquoi? Voilà comment ça se passe à la maison. C'est une présence constante. Vous êtes très très présent, vous êtes très très famille, vous habitez ensemble, on l'a dit dans cette interview. Est-ce que vous vous parlez vraiment à cœur ouvert souvent? Non. Alors voilà, je ne sais pas si vous allez accepter de le faire, Marcel, mais si vous deviez dire quelque chose à Simon aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Bravo. Il a une réussite pour moi qui est extraordinaire. Il a quand même... Bon, j'avais des écuries, ok, elles étaient comme elles étaient, mais il les a transformées. Il a des écuries qui sont magnifiques aujourd'hui. C'est lui, c'est son travail à lui, c'est pas le mien. Moi, j'ai mis le pied à l'étrier dans tout. Dans la structure, dans la façon de monter, la façon de travailler. Mais il a quand même fait évoluer tout ça. Bravo Simon, vous êtes fier de lui. Je suis très fier de mon fils. Moi, je voulais quand même vous demander comment vous expliquez. On a parlé de Simon, on a évoqué un peu ça, mais c'est un cavalier d'équipe avec une linéarité de carrière qui est remarquable. Il a toujours un cheval qui est capable de venir compléter une équipe. Comment vous expliquez ça? Mais Simon, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, Julien Paillard et Simon. Pour moi, c'est deux cavaliers exceptionnels. Il y en a d'autres, c'est pas parce que c'est mon fils, peut-être. Vous êtes peut-être pas très objectif. Je suis peut-être pas 100% objectif. Mais il a toujours dit, et je me souviendrai toujours, il est venu 6 mois avant les Jeux à Tokyo. Il m'a dit, papa, on va préparer Berlux pour les Jeux. J'ai dit, Simon, tu sais, il y a beaucoup de travail. Non, mais on va y aller. Et je vais y arriver. Ok. Il l'a dit à tout le monde, je prépare le cheval pour aller aux Jeux. Et il m'a appelé 2 mois avant, 1 mois et demi avant les Jeux. Il m'a dit, viens, je crois que c'est prêt, il est prêt. Il a sauté, il était au concours, il est revenu. J'ai dit, Simon, le cheval n'est pas prêt, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors vous dites, il m'écoute, j'ai dit, ton cheval, il faut faire ça, lui mettre ça. Et je ne vais pas arriver à le tenir. J'ai dit, fais ça et va au concours, et après on verra. C'était Valkenswaard, le concours d'après, le cheval, il a volé. Et j'ai dit, maintenant, j'étais avec lui, j'ai dit, maintenant, Simon, ton cheval, il est prêt pour aller au jeu. Et le cheval, il était prêt pour aller au jeu. Parce que je pense que c'est le cheval qui a sauté le mieux aux Jeux Olympiques. Il a fait un parcours de Hunter. Les 2 parcours, c'était parcours de Hunter. C'est drôle, Marcel, parce qu'on a reçu à ce micro un Thierry Rosier, un Philippe Rosier, un Nicolas Philipparts. Et on évoque souvent la difficulté d'être le fils d'eux. Et quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes le père d'eux. Alors que nous, quand on a interviewé Simon, on lui a demandé qu'est-ce que c'est que d'être le fils de Marcel, quel est le poids, quelle est la contrainte. Et finalement, on a l'impression que ce poids, c'est presque vous qui l'avez. Vous êtes devenu le père de Simon Delestre. Oui, exactement. Mais il n'y a pas de honte à ça. Pas du tout. Mais au c'est contraire, étonnant. j'en suis fier. La tendance s'est inversée. On a souvent, on évoque évidemment toujours la difficulté, et on en parlait avec Philippe Rosier qui nous disait la difficulté d'être en piste quand il était gamin sur un championnat, et que le speaker dise Marcel Rosier, le fils de Marcel Rosier, Marcel Rosier est là, etc. Et vous nous parlez de votre carrière, on vous parle de vous, et finalement toute la conversation nous ramène à Simon. Bien sûr. C'est drôle. Moi, j'ai une petite carrière par rapport à mon fils. En tout cas, c'est une très très belle histoire, une belle histoire de famille. Vous êtes très très liés. Si vous ne deviez vous rappeler que d'un moment fort de la carrière de votre fils, aujourd'hui, Marcel, ce serait lequel? Je pense que là où j'ai eu le plus plaisir, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo, avec Berlux. Les 2 parcours qu'il a fait, j'étais vraiment abasourdi. Vous avez vécu ça comme si, avec toutes les émotions du grand sport, et c'était très très fort. Ouais. Mais c'est la manière dont il a fait surtout. Il a fait comme s'il y avait 1 mètre à sauter, quoi.
Je voulais vous remercier vraiment, Marcel, déjà d'avoir accepté cette interview et surtout, vous avez partagé beaucoup de choses avec nous, je crois avec beaucoup de sincérité. Est-ce qu'on peut espérer que du coup, cette grande famille de l'Estre poursuive avec peut-être vos petits-enfants qui vous sollicitaient tout à l'heure, qui sont là sur le salon, qui sont très proches de vous? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une continuité dans tout ça? Je pense que oui, parce que la petite est en admiration complète devant son père. Ça, c'est beau. Et moi, je le souhaite. Je pense que je ne le verrai pas, mais je le souhaite. Je le souhaite. La petite est... Je ne sais pas. Elle est très prudente, elle est un peu comme sa grand-mère. Un peu derrière tout, mais tout en étant attachée, tout en étant... Elle monte, elle adore ça. Merci beaucoup Marcel pour ce temps, merci pour cette interview, merci de nous avoir raconté votre histoire. Non, mais de rien. Et surtout, on vous souhaite un très très beau Grand Prix cet après-midi. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt Marcel. À très bientôt.